Le post-humain, fantasme ou future réalité. Donc, cette discussion s'inscrit dans la thématique générale de cette année des cafés débats, à savoir les avancées technologiques de ce qu'on appelle les sciences exactes ou les sciences dures. Quels impacts ces avancées technologiques ont sur notre représentation en tant qu'être humain et sur notre condition d'être humain dans notre existence quotidienne. Donc voilà, la discussion va tourner autour de cette thématique-là. Alors, je vous rappelle un petit peu la dynamique de ce que je souhaiterais pour notre discussion, c'est-à-dire que donc, je vais dire un certain nombre de choses, je vais avancer des arguments pendant 2 heures. Donc n'attendez pas que j'ai fini de parler, parce que sinon ça va nous amener jusqu'à 20 heures. Donc dès que vous le souhaitez, vous intervenez, et puis on essaye de construire ensemble comme ça la dynamique de la discussion. Donc pour essayer d'entrer progressivement dans le vif du sujet, j'aimerais commencer cette discussion sur une note poétique. Bien que ce que nous allons aborder par la suite sur le registre de l'innovation technologique des sciences dites dures. Alors, quelles sont les sciences dures? C'est-à-dire les mathématiques, la physique, les sciences plus d'application technologique, telles que la cybernétique, la robotique, etc. Par opposition ou par différence à ce qu'on appelle les sciences humaines ou les sciences molles. Excusez-moi l'expression. Donc, c'est comme ça qu'on les appelle, donc à savoir la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et la psychanalyse, dont on reparlera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, pour commencer sur cette note poétique, je vous dirais qu'il y a un je ne sais quoi de profond, d'indéfini et d'ancestral en l'être humain, qu'il pousse à explorer et rechercher à dépasser les limites de la nature de sa condition d'humain. Et ça existe depuis des temps immémoriaux. On le retrouve déjà dans la mythologie, ensuite dans les différentes réalisations de l'imaginaire de l'être humain, donc la littérature, avec les différentes littératures, littérature de science-fiction, littérature d'anticipation, dont on parlera avec quelques exemples au fur et à mesure de cette discussion. Donc ce je ne sais quoi, on peut lui donner d'autres appellations comme une tendance, une impulsion, un élan, une force vitale, voire même un désir. Donc il existe un désir profond chez l'être humain d'essayer d'explorer les limites de sa condition d'humain et voire même de les repousser. Donc alors, à partir de ce constat-là, on peut déjà se poser une question. Pourquoi une telle impulsion se manifeste-t-elle chez l'être humain? Est-ce que j'y réponds tout de suite? Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi éprouvons-nous ce désir, à votre avis, de repousser les limites de notre condition humaine ou de notre nature d'être humain? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous aide un petit peu. On peut dire que peut-être, si ce désir existe chez l'être humain, c'est qu'il est la seule espèce vivante sur Terre, du moins, à ne pas devoir uniquement vivre et se reproduire dans un état de nature où les lois de l'instinctivité déterminent ce qu'il aura à être, c'est-à-dire ce qu'on observe chez les autres espèces vivantes, les espèces animales. Mais qu'il a à devoir exister dans un état de culture pour lequel son identité ou sa représentation de lui-même, c'est-à-dire l'image qu'il se fait de lui-même en tant qu'être humain, n'est pas déterminée biologiquement ou génétiquement, même si elle est influencée, mais il n'y a pas de détermination totale par la biologie ou la génétique de cette représentation de soi-même, mais en devenir. C'est-à-dire que l'être humain, au fur et à mesure de son développement, donc en passant par son éducation, c'est pour ça que l'éducation est très importante chez l'être humain, va développer progressivement cette représentation de lui-même.
Donc il y a un flou, il y a une indétermination sur sa condition, sur sa nature, et c'est ce flou, cette indétermination qui rend une ouverture des possibles, c'est-à-dire qui va pousser l'être humain dans un désir profond à rechercher quelle est sa nature, quelles sont les limites de sa condition humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui est possible de faire ou de ne pas faire. Jusqu'ici, tout va bien ? Donc cet être humain, il est en devenir, si bien que être humain est moins un état définitif, comme on peut l'observer chez les autres espèces animales. On ne verra pas, prenez n'importe quelle créature vivante, on ne verra pas un insecte ou un mammifère désirer être autre chose qu'un individu de son espèce, déterminé rigoureusement par les lois biologiques de l'instinctivité animale. Chez l'être humain, c'est différent. Donc, être humain est moins un état définitif à atteindre qu'une condition d'existence dans la vie. C'est cette condition qui va rendre possible un certain nombre d'explorations, d'expérimentations, notamment à partir des sciences de l'être humain, des sciences exactes plus spécifiquement. Et on verra d'ailleurs pourquoi l'être humain a choisi de s'appuyer davantage sur les sciences dures pour explorer sa condition d'humain au jour d'aujourd'hui, dans notre ère moderne, plutôt que sur ce qu'on appelle les sciences humaines. Pourquoi ce choix délibéré ? Il y a sûrement une raison. Donc pourquoi cette question est importante ? Parce que si l'être humain est indéterminé dans ce qu'il est, donc s'il est indéterminé dans la conscience, la connaissance, l'expérimentation de sa nature, cela ouvre un champ des possibles de son exploration, de sa transformation, de la réalisation de ses potentialités qui lui sont inconnues, jusqu'à temps qu'il les explore et qu'il les expérimente. Avec tous les risques, bien évidemment, que cela va entraîner d'illusions de réalité. Donc en explorant, on va aussi créer des illusions de réalité, c'est-à-dire des réalités qu'on appelle, au jour d'aujourd'hui... Pardon ? Virtuelles. C'est bien, il y en a au moins une qui suit. Donc oui, ce qu'on appelle aujourd'hui des réalités virtuelles. Alors, illusion de réalité virtuelle, illusion de réalisation aussi, avec toute la mouvance qu'on pourrait appeler d'un terme générique de pseudosciences, donc les applications pseudo-scientifiques, pas très prouvées expérimentalement, etc. Donc je vous laisse le soin de trouver des exemples. De déshumanisation aussi, donc avec les risques de déshumanisation que ça entraîne, en sachant que les innovations technologiques peuvent transformer la qualité des conditions de vie et d'existence en société de manière destructrice. Là, je pense qu'on a un certain nombre d'exemples qui peuvent nous dire de cette conséquence destructrice des innovations technologiques sur nos conditions d'existence, sur notre écosystème, si vous préférez. Et au final, donc, ça va entraîner un effet destructeur aussi sur la valeur de la représentation de soi, de son identité. Puisque si l'identité, si la représentation se construit en interaction avec notre environnement extérieur, et si on détruit les conditions de cet environnement extérieur, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions sur notre propre représentation en tant qu'être humain, donc sur notre valeur d'être humain. Donc les innovations technologiques, ça n'a pas que du bon. Et c'est justement ce qu'on va essayer de voir progressivement dans le détail, à partir d'exemples très concrets. Alors, comme exemple d'actualité en ce moment, vous trouverez un certain nombre d'articles dans la presse, dans les médias, sur Internet, entre autres, avec la déforestation de l'Amazonie. Donc, qui a pour conséquence de détruire la biodiversité, donc biodiversité des différentes espèces animales, et puis également qui a pour conséquence de détruire la diversité ethnologique.
c'est-à-dire qu'on détruit le milieu de vie de certaines tribus, de certaines sociétés que les ethnologues appellent primitives, c'est-à-dire des sociétés qui ont vécu en autarcie depuis des centaines d'années, et puis à cause de la déforestation, on arrive à détruire leur environnement, en sachant que ces sociétés primitives, alors le terme de primitif est un terme ethnologique, hein, c'est pas du tout un terme à connotation péjorative ou négative. Ces sociétés font partie de la condition d'être humain. Donc c'est aussi une représentation, c'est aussi l'image que l'on a de notre condition d'être humain. Donc quelle réflexion ça peut justement avoir de détruire ces sociétés primitives? Est-ce que être humain, ça n'implique pas l'existence de ces catégories d'individus? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que notre représentation de l'être humain se construit au jour d'aujourd'hui davantage dans nos sociétés dites modernes, industrialisées, sociétés dites occidentales? Donc est-ce que la représentation de l'humain va se définir davantage dans ces cadres-là de vie? Donc c'est toutes ces questions qui sont impliquées. Donc pour réaliser cette quête d'exploration et de dépassement des limites de la nature de sa condition d'humain, dont Mère Nature nous voile depuis la nuit des temps le savoir, c'est-à-dire que si on cherche en permanence à explorer au fur et à mesure des générations, des civilisations, c'est parce qu'on n'a pas atteint cette connaissance, ce savoir sur notre condition d'humain. Donc il nous reste inconnu. L'homme a aujourd'hui principalement recours aux sciences dures, qu'on appelle les sciences exactes, et au développement technologique que permettent celles-ci. Alors on peut encore se poser une question, pourquoi cet être humain n'a-t-il pas plutôt recours aux connaissances que nous apportent les sciences dites humaines ou sciences molles? Donc à savoir la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, pour accomplir cette quête, à votre avis? Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Même si on est filmé. Alors, je vais vous aider un petit peu. Sinon, parce que dans l'ère économique à laquelle l'état de notre civilisation se trouve, ce qui importe au jour d'aujourd'hui, ce sont davantage les retombées économiques et commerciales à court terme que donnent les innovations technologiques issues des sciences exactes, ce que ne donnent pas les sciences humaines. Les sciences humaines ne donnent pas de retombées économiques et commerciales. Il n'y a pas d'innovation technologique à partir des sciences humaines. Excusez-moi, vous avez dit à court terme, il ne voit pas sur le moyen et long terme? Alors si on se place d'un point de vue économique et commercial, il vaut mieux voir à court terme, hein, pour une question de rentabilité en fait. Et d'ailleurs c'est le gros problème au jour d'aujourd'hui de ce qu'on appelle le domaine des sciences expérimentales et de la recherche. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, la recherche est financée essentiellement, dans quelques domaines scientifiques que ce soit, la recherche est financée essentiellement à partir des retombées technologiques, commerciales et économiques que ça va procurer. Donc il n'y a plus véritablement de recherche expérimentale fondamentale au jour d'aujourd'hui. Donc ça pose un gros problème, et ça pose un problème, on en parlera tout à l'heure, notamment dans certains domaines, tels que le domaine médical, avec l'élaboration de certains médicaments. Et tous les scandales qui éclatent au jour d'aujourd'hui à partir de la fabrication de molécules qui n'ont pas véritablement d'effet thérapeutique et qui ont été donc développées tout simplement pour la rentabilité financière que ça allait apporter aux laboratoires pharmaceutiques. Alors au contraire, je veux dire, qu'est-ce que nous donnent les sciences humaines? Elles nous donnent une connaissance, donc justement, c'est plutôt un investissement à long terme.
puisque cette connaissance, il ne va pas y avoir d'effet immédiat concret. C'est plutôt de l'information qu'on va remettre en question, qu'on va développer, qu'on va réfléchir, et qui sera remise en question par d'autres connaissances. Et comme ça, on s'inscrit un petit peu dans une filiation sur du long terme. Alors, qu'est-ce que nous promettent ces sciences humaines? Une meilleure compréhension de ce que peut être l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette notion, ce concept d'humain, sans pour autant, c'est ça aussi le problème des sciences humaines, sans pour autant garantir que cette connaissance ne sera pas remise en question, rendue obsolète par de nouvelles connaissances, et donc nous laissant dans l'angoisse existentielle, inefficace et imperformante de ce que nous sommes. Ça pose un problème. Au contraire, justement, des innovations technologiques qui donnent une position beaucoup plus confortable, hein, c'est ce qu'on appelle la position matérialiste. On voit bien toutes les innovations technologiques qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie quotidienne et qui nous facilitent la vie, et qui constituent ce qu'on appelle la société de consommation. Donc là aussi, on pourrait se poser une question, c'est ce qui différencie peut-être les retombées technologiques des sciences exactes et les sciences humaines, c'est cette notion d'angoisse existentielle. C'est-à-dire, est-ce que la société, le développement de la société de consommation, telle qu'on la connaît au jour d'aujourd'hui, qui a pratiquement investi le champ mondial, est-ce qu'elle n'est pas là pour compenser cette fameuse angoisse existentielle de savoir ce que l'on est, dans quelles conditions on se trouve et où est-ce qu'on va, dans quelle direction? Tout va bien? Vous êtes bien silencieux. Pas de questions? Je continue. Alors, ce qui nous amène à poser notre sujet de discussion et la question de l'humain qu'il soulève dans deux perspectives différentes, mais pas irréconciliables pour autant. Première perspective, soit de considérer l'humain comme la modalité ou la propriété issue d'une machine complexe neurophysiologique. Donc on est plutôt dans une représentation qu'on dit matérialiste de l'être humain. C'est-à-dire, l'être humain, c'est quoi? C'est une machine complexe, dont la science peut augmenter les performances ou transformer la mécanique. Si c'est une machine complexe, on va pouvoir agir sur la machinerie pour augmenter, diminuer, transformer le fonctionnement de cette machinerie complexe, sans altérer la modalité d'humain. Donc on se situe un petit peu dans la mouvance des sciences mécanistes, et on a par exemple une référence en tête, celle de Jean-Pierre Changeux, qui était un peu le fer de lance de cette mouvance mécaniste des sciences avec l'homme neuronal. C'est-à-dire que Jean-Pierre Changeux, dans cet écrit, nous disait que en fait, la propriété d'être humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'humain, c'est une émergence de ce fonctionnement complexe de la machine qu'est l'être humain. Donc ce fonctionnement organique complexe va faire naître à un moment donné une propriété, celle de l'être humain, avec sa spécificité d'avoir une conscience, d'être capable de réfléchir. Mais tout ça, ce sont des propriétés issues du fonctionnement complexe de la machinerie être humain. Donc ça, c'est la première perspective dans laquelle on peut se placer. Et là, on voit bien que les innovations technologiques vont servir la transformation, la modification de cette machinerie complexe, sans forcément se poser la question éthique, entre guillemets, sur qu'est-ce que c'est que l'humain et jusqu'où peut-on aller à transformer cette machinerie complexe. Deuxième perspective, de considérer l'humain comme la qualité issue, la qualité ou la valeur, si vous préférez, issue du fonctionnement de son organisme neurophysiologique, de ses réalisations. Alors, ce que j'entends par réalisation, c'est toutes les créations, hein, ça passe par les créations artistiques, architecturales, etc. Donc tout ce que l'être humain est capable de réaliser. Des relations complexes également, psychiques et sociales, avec ses autres congénères. Donc en fait, être humain,
C'est cette qualité qui est issue de tout ce fonctionnement complexe. Donc on ne se situe plus uniquement au niveau de la machinerie, on se situe à un niveau surordonné, c'est-à-dire au-dessus, on s'élève au-dessus du fonctionnement organique et on voit comment l'être humain entre en interaction avec ses congénères, avec son environnement, avec la société, dans le contexte de la culture par exemple. Dont la science, donc si on se situe dans cette perspective, on peut se dire que la science, elle ne va pas pouvoir augmenter les performances ou transformer le fonctionnement sans altérer cette qualité d'humain. Donc sans altérer ce qui fait notre socle d'être humain. Donc là, on voit bien qu'il y a deux perspectives différentes qui peuvent se rejoindre à certains moments donnés, voire s'éloigner de façon radicale. Pour autant que l'on se place dans une perspective ou dans l'autre, on peut dire unanimement que notre civilisation est arrivée à l'orée d'une ère que l'on pourrait qualifier de post-humain. On arrive là à un tournant dans le vécu de notre condition d'humain, de notre représentation d'humain. Donc, un moment charnière de notre civilisation où on risque de passer dans une nouvelle ère, et c'est un petit peu également le sujet de notre réflexion, c'est-à-dire est-ce que cette ère c'est simplement un fantasme qu'on s'imagine, ou est-ce que c'est l'anticipation d'une réalité future? Donc, nouvelle ère post-humaine, où les limites d'être humain deviennent floues et où l'état final de transformation de notre humanité indéterminé. Alors, pour illustrer mon propos, donc, de l'arrivée de cette nouvelle ère, je vais vous proposer quelques exemples. Alors, certains exemples tirés de la réalité, qui nous font déjà mettre un pied dans cette nouvelle ère du post-humain, puis ensuite quelques exemples tirés de nos œuvres d'imagination littéraire qui nous donnent à imaginer, à continuer à imaginer, à fantasmer et à réfléchir ce que pourra être cette ère du post-humain. Donc d'un côté quelque chose de très concret, où peut-être on est déjà dans l'avènement du post-humain, et à côté, dans les productions littéraires, quelque chose où on continue à fantasmer et à imaginer ce que serait dans le futur cette ère du post-humain. Oui. Ouais. Oui, moi je pensais un truc à l'illusion du pouvoir. Et tu voulais citer quelques exemples. Moi il me semble depuis l'invention de la télécommande, le pouvoir qu'on a de changer de chaîne, un truc comme ça. Alors que moi j'avais trouvé dans la littérature, chez Gide racontait qu'il y avait eu une bille chez sa grand-mère, une bille qui s'était logée dans une fente de l'armoire. Il s'était laissé pousser l'ongle pendant plusieurs mois pour pouvoir la sortir. Bon, ce qui fait qu'il a réussi à le faire, mais après, bon, ben, il l'a remise, quoi. Enfin, ça fait rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technique, ça change le rapport à la réalité. Moi j'ai connu l'ère où il y avait la télévision, ou même il n'y avait pas la télévision, puis après il y a eu la télécommande, mais le pouvoir, on n'a pas à se lever, on n'a pas le pouvoir, l'illusion du pouvoir qu'on a. Ouais. Alors on a ce côté-là, mais il n'existe pas encore de télécommande qui permet d'arrêter, par exemple, son patron quand il est en train de nous enguirlander. Ou son compagnon ou sa compagne bon, qui nous casse les pieds. Voilà. Donc on voit bien que les innovations technologiques, apparemment, elles interviennent dans un certain domaine, mais encore dans d'autres domaines, tels que celui des relations humaines. C'est ce qu'on va voir justement tout à l'heure. Là, il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique. Hein. Je veux dire, on est encore pris dans des limites qu'on pourrait qualifier d'anthropologiques et qui nous font vraiment ressentir cette condition d'humain. Et pour l'instant, on n'évolue pas beaucoup à ce niveau-là. Oui. Mais tout à fait. Oui, mais comme vous l'avez dit avant, oui. C'est dans une logique économique aussi d'un côté. Oui. Voilà, ça ne prend pas forcément en compte
les conséquences humaines et plus les conséquences économiques. Oui, tout à fait. Ce qui aussi protège un peu l'humanité dans la condition humaine. Oui. Alors, ça peut protéger, oui, effectivement. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait à cette fin-là, je ne suis pas sûr que ça a été l'intention qui a prédisposé à ces innovations technologiques. Alors, ça nous protège encore, heureusement, justement, que cette télécommande n'existe pas, qui nous permettrait de zapper le contact ou la relation à l'autre. Mais ça peut aussi entraîner des conséquences plutôt négatives sur justement la qualité de nos interactions humaines. Et que grâce à la télécommande, au jour d'aujourd'hui, on a accès à une multitude de chaînes et on aurait tendance à rester davantage à zapper sur les chaînes plutôt qu'à être en interaction avec son congénère, à développer des relations sociales, à créer ce qu'on appelle du lien social. Oui. Un tout petit contre-exemple, juste pour me faire l'avocat du diable. Les avocats disent que les nouvelles technologies peuvent faciliter les relations, notamment dans le cadre des divorces. J'ai vu une étude récemment où on disait que en fait, le fait de se parler par mail ou par planning sur Internet, ça neutralisait un peu l'émotion qu'il y avait juste après un divorce entre deux personnes qui vraiment ne pouvaient plus s'entendre. Et finalement, ils arrivaient mieux à s'organiser pour la garde des enfants, par exemple, grâce à ces nouvelles technologies. Alors, c'est intéressant parce que je vais relancer en prenant un contre-exemple. Je vais jouer l'avocat du diable de votre avocat du diable. C'est que là, ce que vous semblez décrire, ça implique l'efficacité. C'est-à-dire qu'on cherche une efficacité dans la négociation du divorce, etc. Et est-ce que c'est ça qu'on doit rechercher dans la relation humaine? C'est-à-dire que dans les interactions les uns avec les autres, dans ce qu'on appelle le lien social ou le lien humain, est-ce qu'il est question d'efficacité ou est-ce qu'il est plutôt question d'efficience? Alors là, il y a peut-être une subtilité à ce niveau-là. Et justement, le reproche que l'on peut faire à la technologie, c'est de se situer uniquement sur le registre de l'efficacité et de la performance. Je trouve intéressant ce qui a été dit là. Oui. C'est que ça neutralise de l'émotion. Et oui, et l'émotion n'est pas quantifiable. Elle n'est pas quantifiable et puis toute connaissance commence par là. Quoi, oui, bien sûr, oui. Mais est-ce que des fois, il ne faut pas tempérer nos émotions dans certaines situations? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Internet exacerbe aussi les émotions. Quand on voit comment certains tweets arrivent à dégénérer dans des choses absolument agressives et tout ça, donc je pense que ça les exacerbe autant que ça peut les apaiser. Oui, parce que des fois, tu as plein de malentendus à cause aussi, comme il n'y a pas le langage non verbal, donc du coup, on ne comprend pas forcément ce que l'autre dit, enfin, je veux dire, mais quelle intention il met derrière, et ça crée plein de malentendus. Alors là, on est plein pied dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, on a eu du mal à se chauffer. On est un peu un diesel, donc voilà, on prend son temps. Donc je vais rebondir sur ce que vous dites. C'est pas tellement Twitter qui exacerbe les émotions, puisque en fin de compte, c'est un algorithme mathématique qui crée un logiciel, etc. C'est la façon dont on va appréhender Twitter. Et là, on voit bien que c'est la spécificité humaine, c'est-à-dire une des modalités de ce qui nous caractérise spécifiquement en tant qu'humain, c'est notre rapport émotionnel à ce qui nous est extérieur, à notre environnement. Alors ce qui nous est extérieur, au sens large du terme, ça peut être notre environnement social, ça peut être notre environnement naturel, ou ça peut être le congénère, c'est-à-dire l'autre qu'on a en face de soi. Et ça, c'est une spécificité humaine qu'on n'a pas réussi à reproduire mathématiquement, ou logiquement, ou cybernétiquement, ou robotiquement, c'est l'émotion. Et justement, on va voir à la fin de cette discussion que peut-être on est sur le point d'y arriver. D'ailleurs, c'était un des sujets de discussion d'un précédent café débat, celui du 10 décembre, je crois, où il y avait eu la projection de Real Humans, dont je vous reparlerai tout à l'heure,
où les scientifiques, dans le domaine de la robotique et de la bionique, je vous parlerai aussi de cette science, sont en train de travailler sur la création d'un individu synthétique, c'est-à-dire d'un cyborg, d'un humanoïde bionique, donc, qui serait capable d'entrer en interaction avec l'être humain. Et là, ça remettrait en question justement le socle qui constitue notre condition d'humain, où nous, ce qu'on expérimente au quotidien, c'est ça, c'est le rapport émotionnel, affectif avec l'autre. Je vous parlerai d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement psychologique que, entre autres, la psychologie et la psychanalyse nous ont permis de révéler, ce qu'on appelle le transfert, les mécanismes de défense, et ça, aucune technologie aujourd'hui n'a réussi à le reproduire ou à le répéter. Donc l'être humain a encore de beaux jours devant lui. Pas forcément pour son bonheur, hein, mais aussi en grande partie pour son malheur. Hein. Donc parmi les exemples qu'on peut citer, vous en avez donné un tout à l'heure que je vais reprendre sur cette création d'exosquelettes. Alors je vous renvoie également au formidable travail d'archivage que vous avez fait sur le site internet de la bibliothèque d'Orient. Vous avez quand même compilé déjà tous les cafés débats, toutes les références bibliographiques, etc. Donc lors de mon intervention du 10 décembre, j'avais donné déjà quelques exemples d'innovation technologique qu'on peut retrouver donc, sur le site internet de la bibliothèque d'Orient, avec des renvois à des vidéos, etc. Voilà, c'est ça. Sur la page du site, vous avez un petit robot animé, vous cliquez dessus et vous avez accès à toutes ces ressources. Merci la technologie, hein, parce que ça sert notre réflexion. Donc, alors, premier exemple, une équipe de l'Institut de réadaptation de Chicago, le RIS, donc Rehabilitation Institute of Chicago, a réussi l'innovation technologique de permettre à un individu amputé d'une jambe de contrôler sa nouvelle jambe bionique, donc bionique, entendez artificielle, hein, avec une multitude de capteurs électroniques, etc., pilotés par informatique, par la pensée. Donc il peut contrôler sa jambe bionique artificielle par la pensée. Jusqu'à présent, les jambes bioniques nécessitaient l'usage d'une télécommande, donc on revient sur une télécommande, ou de mouvements exagérés des muscles pour indiquer à la jambe bionique le changement d'un type de mouvement vers un autre. En outre, avec le nouveau prototype de jambe, le porteur n'a plus besoin de repositionner sa jambe bionique après s'être assis. Exemple, plus besoin de faire ça, il suffit d'y penser et la jambe se repositionne d'elle-même. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Alors, le premier bénéficiaire de cette technologie est un homme de 32 ans qui a perdu son genou et la partie inférieure de sa jambe. Donc toute la partie du genou, toute la partie inférieure de la jambe, dans un accident de moto. Donc le RIS, le laboratoire de recherche de Chicago, a publié dans le New England Journal of Medicine, donc je pourrais donner la référence qui sera accessible sur le site, une vidéo où on voit cet homme bionique en train de monter et descendre des escaliers et shooter dans un ballon de football. On le voit également marcher dans la rue d'une façon étonnamment fluide et naturelle. Au dire du directeur de l'équipe de recherche, donc je reprends ses propos, à notre connaissance, c'est la première fois que les signaux neuronaux ont été utilisés pour contrôler à la fois un genou motorisé et une prothèse de cheville. Pour réussir cet exploit, les chercheurs ont utilisé les signaux musculaires pour amplifier les messages envoyés par le cerveau lorsqu'une personne a l'intention de se déplacer. Pour ce faire, donc, des chirurgiens ont redirigé certains des nerfs qui contrôlaient auparavant les muscles de la partie inférieure de la jambe, qui contrôlaient cette partie-là qui a disparu lors de l'accident, afin qu'ils contractent certains muscles de la partie préservée de la cuisse, donc à ce niveau-là. En fait. Donc on va réussir à produire donc,
des mouvements qui étaient contrôlés par cette partie en redirigeant donc, les nerfs sur la partie supérieure. Des capteurs situés dans la jambe bionique mesurent les impulsions électriques, puisqu'on sait que l'information se communique des muscles ou des organes au cerveau par impulsion électrique. Donc, ces capteurs mesurent les impulsions électriques provenant des muscles, nouvellement commandés par ces nerfs, ainsi que des autres muscles. Les chercheurs espèrent que cette technologie pourrait être proposée à d'autres personnes dans les 3 à 5 ans. Alors, quand on vous dit ça dans les médias, ça veut dire qu'elle est déjà opérationnelle. Alors, vous vous souvenez peut-être de la série américaine qui passait à la télévision française pour la première fois en 1975, ça remonte. Je regarde, oui, il y a quand même quelques personnes de ma génération. Et qui s'intitulait « L'homme qui valait 3 milliards ». Vous vous rappelez quand même de cette série. Alors c'était une série qui était tirée d'un roman qui s'appelait Cyborg, donc qui date de 1972, de l'écrivain américain Martin Caidin. À l'époque, c'était ce qu'on appelait de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Alors, je vous rappelle brièvement le synopsis de l'histoire de la série, parce que c'est quand même assez intéressant. Le colonel Steve Austin fait partie des astronautes qui ont marché sur la Lune. Plusieurs mois après, est redevenu pilote d'essai pour la NASA. Au moment d'un atterrissage en catastrophe lors du test en vol d'un nouveau jet, Steve Austin donc, ne peut éviter le crash de son appareil. Grièvement blessé, certaines parties de son corps, le bras droit, les jambes on y est, je vous ai donné un exemple, et l'œil gauche. Alors sachez qu'en ce moment on planche pour essayer de redonner la vue à des personnes malvoyantes, voire atteintes d'une cécité totale. Des expérimentations qui sont faites en ce moment. Alors, donc ces parties du corps sont remplacées par des prothèses bioniques, et je reprends les termes de l'époque, prothèses bioniques, à 6 millions de dollars. Donc ça faisait 3 milliards d'anciens francs. C'est pour ça qu'on appelait ça l'homme qui valait 3 milliards. Qui améliore considérablement ses performances. Il peut dès lors courir plus vite, voire bien plus loin, soulever des charges bien plus lourdes. Voilà. Alors, d'autres exemples d'applications et d'implications un peu moins humanistes. Là, on est quand même dans un souci thérapeutique, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de santé des individus. Donc là, des exemples un peu moins humanistes. Et je vais reprendre l'exemple que vous citiez tout à l'heure. Donc, dans le domaine d'application militaire, avec la création d'armures exosquelettes, qui décuplent les performances guerrières et les capacités physiques des soldats américains. Le Pentagone, sachez qu'en ce moment, le Pentagone, depuis quelques mois, prépare une armure pour le combattant du futur, destinée à l'US Navy, et plus spécialement à l'unité spéciale de la marine de guerre des États-Unis, ce qu'on appelle la SEAL. On voit ça dans certaines séries américaines. Alors, essayez de visualiser. Attention, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans la réalité. Un soldat de l'US Navy défonce une porte et s'introduit dans un abri terroriste. Ces derniers, armés d'AK-47, ces fameux fusils mitrailleurs, qu'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo, pour ceux qui sont adeptes des jeux vidéo de guerre, ouvrent le feu sur lui. Naïfs, ils ne savent pas que ce super soldat du futur portait le nouveau Talos. Alors, qu'est-ce que c'est que le Talos? Tactical Assault Light Operator Suit. Okay. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire un exosquelette par balle décuplant les forces du soldat américain. Alors, certes, on peut l'utiliser pour soulever des charges, mais aussi on peut l'utiliser à des fins guerrières et militaires. Donc on voit bien que les innovations technologiques, c'est aussi une des questions qu'on peut soulever, c'est qu'elles ne sont pas mal en soi. Tout dépend de l'utilisation et de l'usage qu'on va en faire. Donc le Talos combinera les dernières technologies déjà existantes développées par des sociétés de défense américaines. Alors je vous donne les noms si ça vous intéresse. On a Raytheon pour son exosquelette XOS2, c'est pour vous dire que c'est très concret, on y est. Et Spring Active pour ses produits générant de l'énergie à partir de la marche.
mais pas uniquement. Il combinera également des équipements que l'on doit à l'équipementier Adidas, donc, qui a été sollicité pour fournir des textiles de dernière génération dits intelligents. Alors, c'est des textiles qui commencent à apparaître sur le marché pour le grand public. Ce futur exosquelette, donc Talos, a été rebaptisé à l'occasion tenue d'Iron Man. Donc on voit bien que là, on ne fait plus trop la différence entre la science-fiction et la réalité. Donc les équipes SEAL, spécialement entraînées pour des opérations de reconnaissance dans des conditions de mission extrêmes, devraient revêtir cette tenue de combat d'ici quelques années. Chaque homme transportera dans son dos, ça c'est intéressant, vous allez voir pour l'autre exemple qui va suivre. Donc chaque homme transportera dans son dos un petit boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes qui mesurera en temps réel ses battements de cœur, son taux de transpiration, sa vitesse, la distance parcourue et transmettra ces informations à une unité centrale de commande, donc qui peut se situer très loin, à des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres, qui pourra superviser la situation de tous les membres de l'unité. Alors pour les adeptes de films de science-fiction, on retrouve très bien illustré ça dans Alien 2 le retour de James Cameron. Si vous êtes adepte des films fantastiques ou de science-fiction, eh ben, on a exactement cette unité SEAL, cette unité de la Navy, et on a donc toutes les innovations technologiques qui sont représentées dans ce film dont je viens de vous parler. Dans la même mouvance technologique, alors cette fois dans le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la réalité sociale, on parle de moi augmenté, donc vous entendrez peut-être ce terme en ce moment, de moi augmenté ou moi quantifié, c'est-à-dire l'ego, le moi, l'image de soi, augmenté ou quantifié, pour désigner toutes les pratiques qui utilisent des objets technologiques connectés. Alors style bracelet, ce fameux bracelet au jour d'aujourd'hui, qui peut mesurer le pouls, etc. C'est ce qu'on appelait encore, il y a quelque temps, les podomètres. S'il y a des adeptes de la course à pied, donc c'est cette fameuse montre qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque, les battements, etc., les pulsations, et vous pouvez faire de beaux graphiques ensuite en déplaçant les informations sur Internet via une connexion Bluetooth, une connexion USB, etc. Donc bracelet, montre, téléphone portable, balance électronique aussi, brosse à dents, qui deviennent électroniques également. Donc chargé d'enregistrer littéralement les moindres faits et gestes de votre vie organique, personnelle et sociale. C'est pour ça qu'on appelle ça moi augmenté ou moi quantifié. Donc ça donne l'image technologique de soi-même dans sa vie quotidienne. Alors parmi les multiples fonctionnalités de ces objets high-tech, on a le suivi des cycles du sommeil. Pour déterminer la meilleure heure pour se réveiller, petit problème, ça implique au passage de dormir avec la montre au poignet. Le contrôle du rythme cardiaque, jusqu'à la façon de se brosser les dents. Ça comptabilise la façon dont vous brossez les dents, le nombre de fois que vous brossez les dents par jour, par semaine, et vous pouvez faire de beaux graphiques également aujourd'hui et suivre vos courbes. Ça prend un rendez-vous chez le dentiste. Comment ? Ça prend un rendez-vous chez le dentiste. Non, ça ne nous enlève pas l'appréhension que l'on peut avoir d'aller chez le dentiste. Ça reste encore, ça échappe justement à la dimension technologique. La prochaine version. Pardon ? La prochaine version. Oui, peut-être. Alors, autre exemple, cette fois-ci dans ce qu'on pourrait appeler le domaine éthique, donc la dimension morale en fait de ces implications technologiques, de la vie en société. Alors j'ai pris un fait divers qui se déroule en ce moment, dont le procès de ce fait divers se déroule en ce moment avec l'histoire de Pistorius. On a peut-être entendu parler. Donc c'est cet athlète sud-africain, amputé des 2 tibias, est devenu le premier athlète amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides. Ça c'est quand même une prouesse sportive, mais aussi technologique, vous allez voir pourquoi. Et le premier athlète handicapé, médaillé par équipe parmi les valides. Donc il concourt dans le domaine des valides. Donc on peut dire que c'est un plus qu'humain. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Pistorius. Oui. Pistorius, oui. Sud-africain. Voilà.
Donc le 4 juillet 2012, il devient le premier athlète amputé à se qualifier aux épreuves d'athlétisme pour les Jeux Olympiques. Donc on voit qu'on a un haut niveau de performance physique hein, quand même. Il y fait sa première course le 4 août pour les séries du 400 mètres. Il court avec 2 prothèses en carbone, donc vous avez peut-être vu, hein, donc qui sont fixées à partir des genoux. Hein. Donc il n'a plus de tibia. Hein. Plus de jambes à partir des genoux, spécialement conçu pour la compétition handisport d'un coût supérieur à 20 000 €. On voit aussi que les innovations technologiques, elles ont un coût. Ce n'est pas forcément réservé à tout un chacun. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on souhaiterait forcément, ça c'est une des questions qui peut alimenter notre réflexion, est-ce qu'on souhaiterait forcément la vie qu'il a eue et qu'il a en ce moment, et vous allez voir pourquoi. Il se déclare lui-même la chose la plus rapide sans jambes. Donc on voit bien qu'on n'est plus, même dans une représentation de lui-même, on n'est plus tout à fait dans l'humain. On est dans quelque chose de plus qu'humain. Un homme augmenté. Il est considéré comme un héros national en Afrique du Sud. En 2012, Time Magazine l'inclut dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde, le décrivant comme la définition même de l'inspiration au niveau mondial. Donc, on voit aussi que ça a une implication sur la représentation de soi. On retrouve ici la figuration donc, de ce qu'on appelle l'homme augmenté, ou du plus qu'humain, mais une ombre bien humaine vient noircir la figure du héros. Là justement, on va parler du côté ombre, qui reste toujours collé à l'être humain, c'est-à-dire le côté psychologique. Le 14 février 2013, il est inculpé du meurtre de sa compagne, la mannequin et présentatrice Reva Steenkamp, dont le procès se déroule en ce moment. Donc, on a encore le procès qui se déroule en ce moment. On n'a pas, il me semble, les conclusions encore du procès sur sa culpabilité, ou pas. Alors, dans la polémique concernant les raisons de son passage à l'acte, le fait qu'il ait tué sa compagne, il est question qu'il aurait été victime d'un effet secondaire de la prise de stéroïdes anabolisants. Ben oui, parce que quand on arrive à ce haut niveau de compétition, grâce à cette innovation technologique, il faut maintenir aussi une certaine performance. Donc ça, c'est l'effet pervers aussi de devenir un plus humain, un homme augmenté, une figure de héros, c'est qu'il faut tenir cette image-là. Et ce qui permet de tenir cette image-là, notamment chez les athlètes de haut niveau, puisqu'il est devenu un athlète de haut niveau, c'est l'usage des stéroïdes anabolisants. Alors, en sachant que les stéroïdes anabolisants reproduisent chez l'homme les mêmes effets que la testostérone. C'est-à-dire que c'est un dopant, ça booste l'organisme, et ça accroît, donc c'est un des effets secondaires, ça accroît chez certains individus la nervosité et l'irritabilité. Tu n'es pas tout seul, non, ils n'utilisent pas. Heureusement. Mais on voit bien que là, la technologie, ça l'a pas aidé à s'arrêter. C'est au contraire, justement, parce que là, on peut parler aussi des stéroïdes anabolisants comme une innovation technologique, puisque c'est la création de médicaments qui n'existaient pas dans la condition naturelle de l'être humain à une certaine époque. Donc là, au contraire, justement, ça a exacerbé sa condition d'humain, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, se soit mis en colère. Enfin, qui n'a pas voulu à un moment donné étrangler son compagnon ou sa compagne hein. Ah, je vois des sourires complices là. Hein. Alors je vous rassure, hein, je ne suis pas encore expert au tribunal, hein, je ne dénoncerai personne. Hein. Donc voilà, ça peut arriver. Hein, et justement, quand on a ces adjuvants, entre guillemets, ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc, le sprinter sud-africain, donc c'est une des hypothèses, aurait pu être victime de ce qu'on appelle un roid rage, donc c'est-à-dire la rage des stéroïdes. C'est un effet qu'on a observé dans l'utilisation des stéroïdes. Plusieurs sportifs, notamment aux États-Unis où ces produits sont très répandus, ont dramatiquement fait les frais d'une prise excessive des substances. Sachez qu'en 1999,
il y a une étude qui a été faite et qui rapporte qu'environ un tiers des joueurs de football américains qui jouent à NFL, c'est la Ligue nationale de football, sont impliqués dans des affaires de violence, majoritairement à cause d'une consommation excessive de stéroïdes. Alors je pourrais également vous faire, donc, dans cette optique, je pourrais également vous faire ici un laïus, alors au sens positif du terme, hein, bien sûr, sur l'invention des psychotropes, donc ces fameuses substances chimiques, ces médicaments, et toutes les conséquences que la production de ces médicaments a entraîné sur le fonctionnement neurophysiologique de l'être humain. Ça a modifié, ça a transformé notre fonctionnement neuronal, le fonctionnement chimique de notre cerveau. Alors, dans un sens positif, dans le domaine notamment de la santé mentale, comme dans un sens négatif, en utilisant les effets produits par l'action des psychotropes sur le fonctionnement neurochimique du cerveau à des fins détournées de leur but thérapeutique initial. Alors, pour illustrer ces deux directions, donc deux exemples. Alors, pour l'effet positif de l'invention des psychotropes, on a l'exemple historique de la création de la chlorpromazine. Donc son nom commercial, c'est le Largactil. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est-à-dire médicament à large bande, qui est utilisé dans beaucoup de domaines au niveau du fonctionnement psychique, considéré historiquement comme le premier médicament antipsychotique, c'est-à-dire anti-folie en fait, donc pour soigner la folie. Grâce à l'utilisation de cette molécule, dès 1950 par les psychiatres notamment, les catatoniques, alors catatoniques, sans rentrer dans le détail d'une description nosographique, psychiatrique, catatoniques, c'est des psychotiques qui sont dans un état extrême et qui en arrivent à être totalement paralysés, qui ne bougent plus, qui restent en permanence dans une certaine position durant toute la journée. Voilà, je fais simple. Donc, les catatoniques reprennent la parole. Donc, grâce à ce médicament, on peut leur redonner la parole et deviennent accessibles à la psychothérapie. Ça, c'est une sacrée innovation. C'est-à-dire qu'on devient capable de les soigner, de les traiter. Les agités maniaques se calment, donc c'est une autre pathologie psychique, une psychopathologie, cessent de hurler et s'alimentent normalement. Donc on voit bien qu'il y a des effets thérapeutiques positifs. L'asile, lieu de bruit et de fureur, se transforme radicalement, le traitement de la folie s'humanise. Là, c'est un effet positif de l'innovation technologique. Alors, un des effets négatifs, c'est l'usage détourné par les étudiants, au jour d'aujourd'hui, de médicaments prescrits pour des pathologies spécifiques à des fins d'augmenter leur performance scolaire. Vous avez peut-être entendu parler. On utilise notamment un médicament, la Ritaline, donc qui est habituellement prescrite pour traiter ce qu'on appelle le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant, ce qu'on appelle le TDAH. Vous avez peut-être entendu parler. Donc l'hyperactivité des enfants, elle est traitée au jour d'aujourd'hui par ce neuroleptique, la Ritaline. On traite les enfants à partir de 6 ans et plus. Pour une personne donc, qui n'est pas atteinte par cette pathologie, la Ritaline a un effet excitant dans le sens où elle peut donner, je cite une étudiante qui l'a utilisée, elle peut donner à se sentir plus efficace, à savoir mieux quoi faire et comment. Donc quand on révise ses examens par exemple. Avec néanmoins comme effet secondaire chez cette étudiante de l'avoir rendue dépressive et d'avoir détruit son système digestif. À vous de voir. La performance scolaire ou la destruction du fonctionnement organique et psychique, puisqu'elle a été dépressive. Également, comme autre effet secondaire de l'utilisation de ce médicament hors contexte thérapeutique, on a les maux de tête, l'anxiété, les nausées, allant jusqu'à créer une dépendance physique. Donc, je vous mets en garde quand même. Si ça donnerait des idées à certains, je vous mets en garde. Alors, autre médicament qui a été détourné de son usage thérapeutique, on a l'Adderall ou le modafinil, prescrit sous les noms commerciaux tels que le Provigil, le Modiodal,
l'Alertec ou le Modasomil. C'est les termes que vous pouvez retrouver. Alors, c'est un stimulant utilisé dans le traitement de la narcolepsie et de l'hypersomnie, donc les troubles du sommeil. Narcolepsie, c'est-à-dire que les personnes, d'un seul coup, sombrent dans un état de sommeil, et l'hypersomnie, c'est-à-dire que les personnes n'arrivent pas à se réveiller, elles dorment au-delà de 12 heures, voire pendant 24 heures, hein. Sinon plus même. Hein. Donc, on utilise ce médicament dans ces pathologies-là. Alors, pour certains étudiants, je cite, hein, des étudiants qui l'ont utilisé, notamment un étudiant, c'est génial pour étudier, pour enchaîner, j'ai été capable d'écrire 22 pages en une journée, je peux rester éveillé 20 à 30 heures. Donc, il faut dire de cet étudiant, avec comme effet secondaire fréquent, nervosité, insomnie, anxiété, dépression, pensée anormale, confusion, douleur abdominale, nausée, sécheresse buccale, diarrhée, dyspepsie, donc c'est douleur gastrique. Voilà, parmi les effets secondaires de l'utilisation. Et oui, mais sachez que notamment aux États-Unis, c'est d'un usage très courant. Notamment les personnes qui sont dans les grandes écoles, enfin les universités, où ce qui fait la différence, c'est d'être le meilleur. Voilà ce que permettent les innovations technologiques. Mais il y a un prix à payer. Alors moi-même, petite anecdote, lorsque j'étais étudiant, alors à des doses beaucoup plus homéopathiques, on va dire, il m'est arrivé de prendre des substances dopantes. Alors peut-être pour ceux qui sont de ma génération, ça vous parlera. Donc à l'époque, on avait ce qu'on appelle ordinator. Donc, le terme est significatif, hein, quand même, hein, ça permettait de fonctionner comme un ordinateur. Donc c'était un psychostimulant et qui permettait de rester éveillé assez longtemps et d'être concentré pendant un long moment pour réviser ses examens. Donc on a été un certain nombre à l'utiliser, avec comme effet secondaire d'être dans un état, on va dire, pas dépressif, mais de léthargie un petit peu quand même pendant au moins 15 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait faire après une cure de sommeil pendant un certain temps. Mais comme ça tombait pendant les grandes vacances, c'était très bien. Et puis également, je crois que ça c'est peut-être plus courant, ce qu'on appelle la boisson, le Red Bull. Hein, donc qui est une boisson énergisante qu'on utilise souvent pour faire la fête et donc pour enchaîner une soirée et puis le petit matin avec l'after. Enfin là je parle peut-être aux plus jeunes. Voilà, alors sachez qu'il y a des conséquences quand même assez dramatiques parce que se sont rendu compte qu'il y a des effets quand même très importants sur le rythme cardiaque et il y a eu des morts. Hein. Parce qu'ils mélangent aussi avec l'alcool. Voilà, et puis c'est surtout un produit quand même très nocif pour le fonctionnement du cœur notamment. Donc voilà pour les quelques exemples. Donc pour revenir à ce je ne sais quoi dont je vous parlais en introduction de notre discussion, qui pousse l'être humain donc à interroger, à explorer et rechercher à dépasser les limites de la nature de sa condition d'humain, on le trouvait déjà dans nos productions imaginaires. Donc là je vais donner quelques exemples empruntés à la littérature. Soit en tant que la projection de sa réalisation fantasmatique, c'est-à-dire que soit dans ses productions littéraires, c'est un fantasme, donc on a ce fantasme-là de vouloir devenir quelque chose de plus que ce qui nous cantonne à une condition d'être humain, ou alors l'anticipation d'une réalité future, ce qu'on appelle des ouvrages d'anticipation. Alors parmi les romans et nouvelles qui sont autant d'expériences de pensée qui nous permettent d'explorer avec inquiétude ou ravissement la pluralité des possibles de l'humain. Alors je vais vous en citer quelques-uns par ordre historique d'écriture ou de création par leurs auteurs. Donc on a un exemple là, hein, Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc de 1817, de Mary Shelley. Alors, on peut relever 3 points qui intéressent notre discussion. Premier point, c'est que l'humain artificiel dans cet ouvrage est recomposé, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui ressemble à un humain à partir de morceaux d'êtres humains.
notamment de morceaux de cadavres. Hein. L'approche ici de l'auteur est matérialiste, parce qu'on considère que l'être humain est une machine, donc une mécanique, et qu'on va pouvoir assembler, combiner, recombiner. Et on va pouvoir comme ça la recomposer à sa guise. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, la créature du docteur Frankenstein est un homme supérieur par la force, par l'endurance et peut-être bien par l'intelligence aussi. C'est ce qui peut nous surprendre dans cet ouvrage, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'on a tendance à avoir cette image, ce cliché d'un monstre un peu bébête, pas très intelligent, alors que ça peut être le contraire. Justement, à cause de cette intelligence, le docteur Frankenstein redoute de lui donner une compagne, car il craint que leur progéniture n'en vienne à menacer les humains naturels. Et ça pose la question de l'hybridation, en fait, et de l'eugénisme aussi. C'est-à-dire si un jour on devient capable... Allez, anticipons, on devient capable de créer un humanoïde et que cet humanoïde soit capable de se reproduire avec les êtres humains. Qu'est-ce que cette hybridation peut donner? Là, on serait vraiment radicalement dans une ère du post-humain où on remettrait en question les conditions de notre nature humaine. Puisqu'il faudrait revoir, reconsidérer les bases qui nous font être humains. La question se pose aussi pour les mutations génétiques. Pardon? La question se pose aussi pour les mutations génétiques. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est à peu près ce que vous avez dit, on cherche tellement à se modifier humainement parlant, physiologiquement, biologiquement, que jusqu'où, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où on peut aller en termes de mutation, et quelle est la limite, et est-ce qu'un jour on ne va pas être amené à modifier complètement la nature humaine par la mutation, et que la mutation, c'est pas dans supplanter l'être humain, quoi. Alors, tout à fait. Ce que votre réflexion pose comme question, c'est qu'apparemment, il semblerait que la science n'a pas de limite autre que celle de la possibilité scientifique. Ce qui intéresse le chercheur, le scientifique, ce n'est pas des contraintes morales, ce qu'on appelle plus généralement du terme d'éthique. Ce n'est pas l'impact social que ça va avoir. On a suffisamment, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, des exemples tragiques en tête. Hein. Pensez à Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques qui se sont réunis pour créer la bombe atomique ne sont pas beaucoup posé la question de l'impact social ou éthique que ça allait avoir. Ce qui les intéressait, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, et quelles sont les répercussions de l'utilisation, enfin scientifique, de l'utilisation de la bombe atomique. Donc d'un côté, on a cette absence de limites, ou du moins des limites floues et indéterminées d'un point de vue scientifique, et puis d'un autre côté, on a la condition d'être humain, c'est-à-dire cette dimension émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, les rapports, les interactions qu'on a les uns avec les autres, les sentiments, les affects, ce qu'on pourrait appeler tout simplement les liens affectifs ou les liens d'amour au sens général du terme, c'est-à-dire cette dimension sensible qui n'est pas du tout technologique. Donc on a d'un côté cette absence de limite, et puis on a d'un autre côté, et on va le voir dans un petit moment, des conditions d'existence humaine qui nous limitent quand même. C'est-à-dire que notre fonctionnement, notre interaction avec les uns et les autres s'effectue dans certaines limites anthropologiques. Oui. Le contre-exemple de l'humain augmenté et l'humain diminué, et je pense à la métamorphose de Kafka, le gars qui est transformé en vermine. C'est la pression de l'environnement social, il ne faut pas dire le père, quoi, le pouvoir de... Hein. Tout à fait. Alors, troisième point qu'on peut relever dans le Frankenstein de Mary Shelley, c'est que cette créature imaginée par l'auteur est un homme moral et non un monstre. Donc, malgré la monstruosité de sa création, il n'en demeure pas moins avec une moralité,
et c'est un homme, donc, de par cette moralité, qui souffre d'être rejeté par la communauté humaine et d'être seul. Donc ça pose aussi la question de comment va-t-on réussir à intégrer ces innovations technologiques dans notre fonctionnement d'être humain. C'est-à-dire cette mixité, comment va se faire cette mixité-là. Donc on pourrait dire que pour Mary Shelley, l'humain est une qualité d'une machine complexe. C'est-à-dire que ce qui fait l'humain, c'est la propriété qui ressort de cette machinerie complexe. Donc là, on est dans une vision mécaniste de l'humain. Autre exemple, Les Seigneurs de l'instrumentalité de l'auteur américain Cordwainer Smith, donc, qui est écrit en 4 tomes entre 1950 et 1966. Alors, des animaux ont été humanisés pour devenir les esclaves des humains. Doivent-ils acquérir les droits des humains? Là, ça pose des questions sur les manipulations sur les animaux. Il y a la dimension éthique de la manipulation animale. Sachez que pour ces dames qui sont là, le rouge à lèvres ou le fard à paupières, etc., que vous avez, sont le fruit d'expérimentation sur les animaux. Et malheureusement, Pardon ? Alors, vous faites 10 km en direction de Clermont-Ferrand, vous tournez à droite et vous avez ce qui s'appelle MSD Chibré, le site de Mirabel, et vous verrez si c'est fini. C'est pas des produits beauté, si, c'est des produits cosmétiques, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les médicaments. Alors, vous avez deux côtés, c'est-à-dire que si vous allez en direction de Clermont, vous avez le côté gauche, ça c'est la production pharmaceutique avec les médicaments, avec une spécialité ophtalmologique, et puis sur le côté droit, vous avez les expérimentations sur les animaux pour tester les produits de beauté. Donc c'est encore d'actualité. Alors, avec cet ouvrage, Les Seigneurs de l'instrumentalité, pour cet auteur, l'humain, c'est le sentiment. Ce qui caractérise l'humain, c'est le sentiment, et en particulier celui d'être humain, c'est-à-dire le sentiment que l'on peut avoir d'être humain. Alors, on retrouve exactement la même thématique dans, si vous êtes cinéphile un petit peu, toujours de science-fiction fantastique, alors à partir de l'ouvrage bien évidemment, mais c'est peut-être plus parlant ou plus visible dans le film, La planète des singes. Là, le rapport entre donc, ces singes humanisés et puis l'être humain qui atterrit donc, dans cette société et qui devient un animal, on voit bien que ce qui fait la différence, enfin ce qui le fait ressentir, se sentir encore humain, c'est le sentiment d'être humain. Donc là, c'est bien parlant. Autre exemple, Les Plus qu'Humains, qui est là. Donc, recueil de nouvelles de Peter Sturgeon, publié entre 52 et 53, 1952 et 1953. Donc, ce roman décrit la rencontre d'êtres humains, laissés pour compte de la vie, car considérés comme des monstres. Donc, ils ont des aptitudes qui sont développées dans différents domaines. Donc, il y en a un qui est très fort, il y en a, mais par contre, qui est ce qu'on appelle un idiot. Un autre qui est très intelligent jusqu'à être capable de capacités télépathiques. Voilà, donc ils ont des facultés qui sont exacerbées, mais qui créent une différence telle qu'ils sont considérés comme, par la communauté sociale ou par la communauté des êtres humains comme des monstres. Donc ils sont mis en marge de la société, laissés pour compte. Alors cependant, donc malgré cette marginalisation, ils vont être conduits par des concours de circonstances à se rencontrer, et les manques que chacun ressent dans certains domaines vont se trouver comblés ou complétés par les aptitudes des autres, jusqu'à parvenir à un autre niveau de l'évolution, la création d'une forme supérieure de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en se mettant en communauté, ils vont créer un humain supérieur, ou un fonctionnement humain supérieur, un plus qu'humain. C'est le titre de l'ouvrage. Donc
dans cette vision de science-fiction, ce roman s'attache à décrire les problèmes de la création donc, de cette communauté, quand les aptitudes morales et la conscience ne découlent pas de l'individu lui-même, mais de ce qu'on pourrait appeler ce gestalt, c'est-à-dire cette forme plus qu'humain, et qui s'appuie paradoxalement sur la finitude des individus qui le constituent. C'est-à-dire que la moralité vient de l'union en communauté. C'est-à-dire donc le sentiment d'humain, les facultés de ce qui nous font être humains, ça vient de cette union des individus en communauté. Oui ? Ça veut dire que l'humanité serait caractérisée par la mise en société des êtres humains, c'est ça? Voilà, ce qui caractériserait l'humanité, ce qui nous ferait sentir humains, c'est cette vie en communauté et cette interaction les uns avec les autres. Donc ça nous amène à interroger ce qu'on appelle, comme vous venez de le dire, une société en tant qu'humain. Qu'est-ce que c'est qu'une société en tant qu'humain ? C'est-à-dire la création d'un ensemble qui n'est pas simplement la juxtaposition d'unités exemplarisées, pas la juxtaposition d'individus les uns à côté des autres, qui fait notre condition d'humain. Alors je vais vous donner un exemple, c'est ce qui est illustré par exemple dans le film de science-fiction iRobot, avec, rappelez-moi voilà, Will Smith. Donc de Alex Proyas, donc du réalisateur Alex Proyas, qui date de 2004. Donc là où on voit bien cette société de robots, ces exemplarités, qu'on retrouve beaucoup dans les films de science-fiction. On retrouve ça dans Star Wars aussi. Hein. On a cette mise en confrontation entre les humains et leur spécificité, et c'est d'autant plus flagrant dans le dernier Star Wars. Enfin, pour ceux qui aiment un petit peu les films de science-fiction, où on a ces fameux Jedi, vous avez peut-être entendu parler, et on voit la singularité jusqu'au physique des Jedi, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment singuliers les uns des autres, et qui sont opposés à cette armée de droïdes qui sont tous unis, enfin qui sont tous les mêmes, voilà. Une juxtaposition d'exemplarité, pour justement nous faire réfléchir un petit peu à cette confrontation entre la technologie qui répète, qui crée du même, et c'est justement ce qui caractérise la technologie, c'est de pouvoir répéter, c'est de pouvoir reproduire, c'est de pouvoir remplacer, et puis ce qui caractérise un être humain, ce qui le caractérise, c'est sa singularité, c'est que vous êtes irremplaçable dans vos émotions, dans votre histoire personnelle, dans votre patrimoine d'expériences que vous avez vécu au cours de votre existence, ça c'est unique. Ça ne remplace pas. Donc il interroge donc, ce qu'on appelle une société, donc qui n'est pas simplement la juxtaposition d'unités exemplarisées, mais le dépouillement d'une partie de son individualité pour parvenir à une communion où chacun apporte aux autres ce qu'il ne peut réaliser séparément. C'est-à-dire qu'il s'agit de qu'est-ce qui nous fait vivre en société? C'est de renoncer un petit peu à notre égoïsme, notre individualisme, et de nous mettre au service de la communauté pour apporter ce qui manque aux uns et aux autres. C'est ça qui fonde la société en tant qu'humain, et ça, est-ce que la technologie l'apporte? Ouais. Apparemment, non. Ouais, il y a un paradoxe là. Oui. C'est comment ça s'appelle, ce qui fonde la société, c'est la faiblesse de l'homme. Avoir un faible pour quelqu'un, c'est l'aimer, c'est l'amour. Hein. C'est accepter notre faiblesse, et bon, notre force vient de mettre notre faiblesse en jeu chaque fois. Donc on pourrait se poser la question de savoir si cette fameuse innovation technologique, qui est susceptible de nous faire franchir une étape civilisationnelle et de nous faire entrer dans ce qu'on a appelé l'ère du post-humain, est-ce qu'elle n'est pas plutôt là pour symptomatiser tout simplement notre finitude, c'est-à-dire notre limite, la limite de notre condition d'être humain, et donc elle est un prolongement, de par les innovations technologiques qu'elle apporte, un prolongement de nos capacités qui sont limitées. Mais elle ne restera peut-être que limitée à cette symptomatisation de la finitude de l'être humain. Donc c'est peut-être une chimère en fait. C'est-à-dire que derrière les innovations technologiques, l'être humain court peut-être
derrière ce fantasme de devenir tout puissant ou plus qu'humain. Une question. Oui. Voilà. Il y a le concept qui existe dans plusieurs ethnies, c'est Ubuntu. Et c'est être humain, mais pas seulement l'individu, c'est être tous ensemble et être capable de faire quelque chose de supérieur à l'être humain qui est vraiment tout seul. C'est la communauté humaine, Ubuntu. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ubuntu. Ouais. Le logiciel libre, oui, on peut associer au nom qui a été donné par Linux à ce logiciel qu'on appelle libre, en fait, pour peut-être dire ce que c'est qu'un logiciel libre par rapport au logiciel Microsoft. C'est que le logiciel Microsoft, il est verrouillé. Vous ne pourrez pas apporter d'innovation informatique au logiciel, vous ne pourrez pas le faire évoluer, tandis que les logiciels libres, vous pouvez programmer le code source, ce qu'on appelle le code source, est mise à disposition, c'est-à-dire la matrice même, la structure informatique du logiciel est ouverte, et donc vous pouvez faire évoluer, si vous avez des talents de programmation, vous pouvez faire évoluer le logiciel. Même si vous n'en avez pas, on prend juste des réflexions pour permettre aux programmateurs de corriger les bugs que vous avez détectés dans le Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui caractérise une société en tant qu'humain, c'est la mise en place d'un véritable contrat social. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait justement un contrat social. Et qu'est-ce que c'est que ce contrat social? C'est toutes les lois qui existent dans notre société qui nous permettent de nous sentir appartenir à une communauté. Alors, lois qui peuvent avoir des effets positifs comme des effets négatifs. Ça tout dépend, encore une fois, de la façon dont on les utilise. Donc, contrat social qui nous permet de créer cette communauté et qui, par là même, se dote d'un sens qui alimente tout à chacun. C'est-à-dire que le contrat social nous donne aussi une direction à suivre en société. Et cette direction, tout le monde peut s'alimenter de ce sens-là, à partir du moment où il participe à ce contrat social. Ce qui n'est pas le cas dans une société technologique. Où la base, ce serait des humanoïdes. Donc, pour cet auteur, pour Peter Sturgeon, l'humain, c'est le sentiment d'appartenance ou d'interdépendance à une communauté. Voilà le regard qu'il porte sur l'humain. On peut d'ailleurs dire que ce qui a permis, entre autres, à l'homme de prolonger son existence individuelle, et notamment dans des conditions extrêmes, c'est de se regrouper en collectif ou en communauté. C'est ça qui nous a permis, à certaines époques difficiles, de prolonger notre existence. Ce qui nous ferait dire que l'avenir de l'homme ne passerait pas nécessairement par faire un ou des humains invulnérables et individualisés, c'est-à-dire des plus qu'humains, des exemplaires plus qu'humains, mais des humains, c'est-à-dire des individus, en plus grande interaction consciente avec soi-même et avec les autres. Donc l'avenir, ce ne serait pas de rendre l'humain encore plus performant, mais de développer davantage les interactions et le lien social. Autre exemple, le cycle de l'Hexamone, qui comprend 3 titres. Donc on a le titre Éon, 1985, le titre Éternité, 88, Héritage, 95, de l'auteur américain Greg Bear. Il décrit une société où la génétique et l'informatique se sont rejointes au point de fusionner. Et pas loin. La procréation passe par le choix délibéré de gènes, éventuellement empruntés à plus de 2 personnes. L'embryon est développé par ectogénèse. Alors c'est quoi l'ectogénèse? C'est-à-dire qu'on va utiliser des matrices artificielles. Donc un utérus artificiel. Et l'enfant est éduqué par des machines et par tel ou tel de ses parents. Donc on voit que l'individu il est plus pris dans l'enceinte de la famille, dans ce qu'on appelle l'Oedipe, complexe d'Oedipe, il est éduqué extérieurement. Alors c'est quand même, sur ce point-là, c'est une vision intéressante parce que on constate, enfin là c'est le psychothérapeute qui va parler, ce qui ressort la plupart du temps quand les personnes viennent consulter un thérapeute pour les aider à affronter des choses difficiles dans l'existence, etc.,
ce qui ressort à 99,9%, c'est ce qu'on appelle le DIP, c'est-à-dire la façon dont cet individu, enfant, a été éduqué, est entré en interaction relationnelle avec ses parents. Et ce moment-là, on a défini comme étant le DIP, ce que Freud a appelé le DIP, ça va polariser, ça va déterminer une grande partie de son existence future et de ses relations futures. Donc on peut se dire que peut-être l'avenir de l'humain, ça serait de dépasser cette condition-là d'humain, et donc de faire élever l'enfant, non pas par les parents, mais par des nourrices ou par des individus qui sont extérieurs à ces liens biologiques-là. Et on retrouve cette thématique-là dans beaucoup d'ouvrages de science-fiction. J'ai un exemple qui me vient en tête, on retrouve ça dans Dune également, on retrouve ça dans Matrix également, où les individus sont élevés par des nourrices qui sont des machines en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui court dans la réflexion, dans le fantasme, dans l'esprit de l'être humain. Dans les kibbutz, c'était déjà ça. Oui, mais c'est d'autres personnes, parce que voilà, j'ai un peu du mal à comprendre, voilà, parce qu'il y a plein de peuples où c'est pas la famille biologique. On dit qu'il faut un village. Mais je veux dire, ça reste des humains, donc on retrouve quand même le DIP, même si c'est pas les parents. Voilà. Alors que là, c'est que c'est des machines qui n'ont pas l'émotion. Donc on n'est plus dans le relationnel humain, on est dans quelque chose de plus qu'humain. C'est la même chose entre l'homme augmenté avec les jambes artificielles, le cerveau qui marche, et les drones. L'homme, il a fabriqué des drones. Oui. Donc pour cet auteur, dans cette série d'ouvrages, l'humain est synthétique, c'est-à-dire qu'il est artificiel, puisqu'il peut... C'est encore de l'humain? Telle est la question. L'humain est synthétique, produit d'une combinatoire de traits humains. Oui, c'est ce qui nous donne à réfléchir. Est-ce que c'est encore de l'humain? Est-ce que c'est encore d'humain? Encore un exemple qui nous conduit progressivement à la dernière partie de cette discussion. Le lait de la chimère, donc de 89, de l'auteur américain Robert Reed. Donc, on pourra retrouver toutes ces références soit dans la vidéo, soit sur le site de façon peut-être un peu plus manuscrite. Il traite dans ce roman le thème des manipulations génétiques prénatales. Donc, on est d'accord, hein, dans la genèse de l'embryon. Dans un avenir proche, il est possible pour un prix assez élevé d'obtenir des enfants augmentés. Là, ça vous fait penser à rien au niveau des références cinématographiques. Ouais. Exactement. Bienvenue à Gattaca, où c'est tout à fait la thématique du film. Enfin, ce qu'on appelle communément le génisme, hein, c'est-à-dire de sélectionner de manière génétique les gènes les plus intéressants pour fabriquer le futur embryon. Donc des enfants augmentés, optimisés, oui. J'ai vu aux États-Unis qu'on pouvait déjà choisir la couleur des yeux, des cheveux. Alors attention, je vais défrayer la chronique. C'est que à l'époque de ma naissance, ça remonte quand même, un certain nombre d'années, on pouvait déjà choisir d'avoir un garçon ou une fille. Je me rappelle qu'il y avait des pédiatres, enfin des gynécologues qui prescrivaient certains régimes alimentaires qui permettaient d'obtenir un garçon plutôt qu'une fille. Donc voilà, déjà on était à cette époque-là dans la sélection, mais tout à fait, il y a possibilité de choisir la couleur des yeux, mais je pense que même il y a possibilité de choisir beaucoup plus que ça. Oui, mais pas par procréation normale. Non, par manipulation génétique. Par manipulation génétique. Là, je vous donnais encore un exemple où on était dans une procréation normale, puisqu'on intervenait encore sur ce qu'on appelle l'ontogénèse. Donc, les trois personnages principaux du roman sont de tels enfants, donc des individus augmentés, optimisés, avec une intelligence développée, une mémoire infaillible, et pour la fille, une force physique redoutable.
Pour cet auteur, donc, l'humain, ça va consister en quoi? C'est ce qui est désiré technologiquement. Ça, c'est un sacré paradoxe, une sacrée antinomie. C'est-à-dire que la technologie devient capable de réaliser nos désirs. Alors, entendons par désir aussi nos fantasmes et tout ce que ça peut entraîner d'illusions, etc. Donc là, l'humain, c'est ce qui est désiré technologiquement, et on voit bien que c'est un petit peu ce à quoi on aspire, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de réaliser nos fantasmes à travers la technologie. Ce qui est désiré technologiquement par les parents, là on voit qu'on n'est plus du tout dans ce que vous appeliez la procréation naturelle. Ce qui caractérise la spécificité de la condition humaine encore au jour d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on désire avoir un enfant, on ne choisit pas la façon dont ça va se passer. On peut choisir le partenaire, et encore, on ne choisit pas forcément en toute conscience. Hein. On se rend compte au fur et à mesure, après, qu'on a peut-être fait des erreurs, mais bon, il n'y a pas la télécommande hein, pour changer. Donc, voilà, la technologie va peut-être nous permettre de dépasser cette limite, qui est la question de la limite du désir, qui crée la spécificité de la condition humaine. Le désir reste un indépassable. Donc l'humain, c'est ce qui est désiré technologiquement par les parents, et ce qu'en font les enfants. Donc il y a aussi cette question de la toute-puissance, ce qu'on appelle le sentiment de toute-puissance. Vous voyez un enfant fonctionner, il va passer par une étape, à un moment donné, qu'on appelle l'étape de l'égocentrisme, c'est-à-dire où il est dans cet état de toute-puissance. Il a l'impression que tout est possible, puis ensuite il va grandir et se confronter à la limite, justement, à la castration, etc., à l'impossibilité de tout réaliser, tandis que là, grâce à la technologie, on a des individus qui sont capables de réaliser leur sentiment de toute puissance. Enfin, dernier exemple littéraire, le cycle de la culture, donc écrit entre 1987 et 2001, dont j'ai retenu un titre, L'usage des armes, qui date de 90, de l'écrivain britannique Lane Menzies-Bank, qui est d'origine écossaise, mais qui écrit en Angleterre. Il met en scène une société interstellaire, galactique, à base de vaisseaux spatiaux, qui a surtout résolu le problème économique de la rareté. C'est-à-dire que ce qui caractérise aussi notre condition d'être humain au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui restent rares et qui ne sont pas reproductibles à l'infini. C'est entre autres quelque chose qui n'est pas reproductible à l'infini. Oui, la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous portez atteinte à la vie d'un individu, vous ne pouvez pas faire game over et puis recommencer la partie. C'est terminé. Tandis que là, dans cette vision de l'humain, les humains peuvent prolonger leur vie, changer de sexe, modifier leur apparence à volonté de façon réversible. Ça aussi, c'est une limite au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de sexe. Alors, oui et non. On peut changer... au jour d'aujourd'hui, la science nous permet justement, entre guillemets, de changer de sexe, mais on voit... Enfin, pour avoir travaillé avec justement des personnes qui sont dans cette problématique-là, on voit que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas simplement le fruit d'une opération qui va nous faire devenir homme ou femme. Il y a des implications psychologiques qui sont beaucoup plus importantes et c'est pas aussi simple que ça ne se réduit pas à un coup de bistouri. Voilà l'expression. Donc l'indépassable, quand même, au jour d'aujourd'hui, ça reste l'appréhension, le ressentir que l'on a de sa sexualité, son apparence physique, bien que la chirurgie esthétique, au jour d'aujourd'hui, nous permet de modifier notre apparence. Et on voit aussi tous les effets pervers de la chirurgie esthétique, hein. Les pathologies que ça peut entraîner. On a un exemple assez célèbre, hein, quand même. Allez, osez le dire. Michael Jackson, qui a quand même été véritablement défiguré par la chirurgie esthétique. Donc l'humain ici, à travers cet exemple, est plastique selon son désir ou ses caprices,
qui est presque la seule limite. C'est-à-dire que la seule limite, c'est les caprices du désir de l'être humain. On est encore dans l'imaginaire, dans le fantasme, mais on voit que la technologie nous permet quand même, au jour d'aujourd'hui, de satisfaire certains caprices quand même. Donc on arrive à la dernière partie de cette discussion, dans laquelle on peut se demander s'il n'est pas légitime de considérer l'avenir anthropologique de l'homme, c'est-à-dire est-ce que l'homme a encore un avenir anthropologique, ou ne doit-on pas plutôt parler d'avenir anthropotechnique post-humain? Là, c'est quand même une grande question. Quel va être l'avenir de l'homme? Est-ce qu'on sera encore contenu dans notre représentation de nous-mêmes dans des limites anthropologiques, ou on va passer dans une ère du post-humain et de l'anthropotechnique? Donc on peut poser la question autrement en nous demandant si finalement, malgré une évolution scientifique et technologique qui semble sans limite éthique, pour transformer les conditions de vie et d'existence de l'être humain, il n'existerait pas des limites intrinsèques à la nature d'être humain, c'est-à-dire en d'autres termes une condition d'humain, qui maintiennent l'existence humaine dans certaines limites anthropologiques indépassables par notre technologie scientifique. Donc c'est la question qu'on va essayer de développer maintenant. Dit autrement encore, y a-t-il des invariants anthropologiques irréductibles à toute transformation technologique qui font demeurer l'être humain humain? Alors pour nous aider à répondre à cette question, c'est à la psychanalyse que j'aimerais donner le mot de la fin, et plus spécifiquement à la psychanalyse lacanienne, sans rentrer spécifiquement dans le détail. Alors sachez, ceux qui ne le connaissent pas, donc Lacan est ce psychanalyste français qui a contribué au développement donc, de cette démarche de connaissance, la psychanalyse, et qui a été considéré comme l'exégète, c'est-à-dire l'interprète du psychanalyste Freud. Donc qui a posé les bases de cette démarche scientifique qu'est la psychanalyse. Alors je dis démarche scientifique pour pas lancer une autre polémique, savoir si c'est une science ou pas. Hein. C'est une science humaine, ça on en est sûr. Pour certains une science molle si vous le voulez, mais c'est une science humaine. Donc commençons par rappeler la spécificité de la psychanalyse. Elle est cette science humaine qui s'intéresse à l'être humain à partir de son fonctionnement psychique ou psychologique. Donc cette abstraction, là, cette subjectivité que l'on vit tous les jours, que l'on ressent, que l'on communique, que l'on partage, mais qu'on est incapable de répéter, de repérer, d'instrumentaliser dans un objet, dans une connaissance matérielle, donc, telle que les sentiments, les émotions, les affects, etc. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'être humain de tous les autres êtres vivants sur Terre, à savoir un fonctionnement psychique. Seul être vivant à être doté d'un fonctionnement psychique, bien que chez les grands anthropoïdes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les primates évolués, on est capable au jour d'aujourd'hui de leur apprendre, entre autres, le langage des signes et d'interagir avec eux au niveau émotionnel, donc ça a tendance à être remis en question. Mais disons qu'au niveau de la complexité du fonctionnement psychique, on ne partage pas cette complexité avec d'autres êtres vivants sur Terre. Donc notamment ce qu'on appelle la conscience, l'inconscient, qui a permis de révéler la psychanalyse, et la représentation de soi-même, ou une image de soi, c'est-à-dire notre moi, ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes, en tant qu'individu. Donc selon la psychanalyse, l'essence de l'être humain est d'être un par-l'être. Alors c'est un néologisme, c'est-à-dire que le terme se tient par l'être, c'est-à-dire que non seulement c'est un être de langage, donc il existe par l'être, et il existe en étant un être parlant. Donc c'est non seulement un être de langage qui utilise une langue, soit la langue française ou une autre langue, mais aussi de parole. Donc c'est ce qui le caractérise d'Anthros, c'est qu'il n'est pas uniquement dans l'utilisation d'une langue, parce que s'il était uniquement dans l'utilisation d'une langue,
il faudrait codifier tout simplement cette langue, et on pourrait être dans une instrumentalisation du langage. C'est exactement ce qui se produit dans le langage informatique, par exemple. Donc on pourrait rendre la communication très logique. Mais il y a une autre spécificité, enfin il y a une spécificité très humaine qui se passe dans l'utilisation de cette langue, c'est qu'il parle à travers cette langue. Alors, je vais développer, je vais vous dire ce que ça signifie. Donc il est un être de parole. Parole qui, dans son énonciation, est inconsciente au sujet lui-même. C'est-à-dire, quand il utilise la langue pour communiquer quelque chose à l'autre, en même temps, il exprime autre chose de son être dont il n'a pas conscience. Et ça, c'est une spécificité humaine. Le langage informatique, il n'exprimera que ce qui est codifié dans son code informatique, dans son code binaire. Tandis que l'être humain, il exprime plus que ce qu'il dit. Et même consciemment. Je veux dire, oui. l'ironie, le second degré, etc. Pour l'instant, c'est pas encore une spécificité humaine. Enfin... Oui, tout à fait. Alors après, dans l'ironie, tout à fait, dans l'ironie et dans le trait d'humour, par exemple, il y a une partie consciente, c'est-à-dire qu'il a conscience de ce qu'il veut communiquer comme autre message, et il y a une partie inconsciente. C'est-à-dire que ce qui donne l'effet comique ou le trait d'humour, c'est justement également cette autre dimension inconsciente qui passe malgré soi et qui va faire mouche, entre guillemets, chez l'autre. Mais tout à fait, oui. Même la poésie, le symbolique. L'utilisation du symbolique. Donc, selon la psychanalyse, l'essence de l'être humain, c'est d'être cet être de langage, à partir de la langue, mais en communiquant plus que la langue, à travers la poésie, à travers donc, toutes les expressions symboliques, c'est-à-dire d'être un être de parole. C'est-à-dire que cette parole vient dire des choses de la réalité du sujet dont il n'a pas conscience lui-même. Ça nous est tous arrivé, d'en dire plus que ce que nous souhaiterions dire. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que depuis que nous avons reconnu l'existence de la réalité de l'inconscient chez l'être humain, et ça on doit notamment à la psychanalyse, nous savons, donc la psychanalyse nous permet de savoir que ce qui caractérise l'être humain, c'est d'être fondamentalement clivé, c'est-à-dire séparé, divisé, en deux réalités. Une réalité consciente, donc ce dont on a conscience, ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes, ce qui nous permet d'entrer en communication avec l'autre, ce qu'on comprend de ce que l'autre nous dit, et puis sa réalité inconsciente, une dimension inconsciente, où là il y a des choses qui vont à certains moments, dans l'énonciation de cette langue, venir s'exprimer. C'est le lapsus, c'est l'acte manqué, où là, la langue va dire plus que ce qu'elle est censée énoncer. C'est ce qu'on appelle le procès d'énonciation, c'est ce qu'on appelle l'énonciation. Donc dans tout énoncé d'un être humain, il y a également une énonciation. Et ça, c'est spécifique à la condition d'humain, c'est-à-dire c'est lié à notre réalité psychique. Ça, c'est pas reproductible par la technologie, c'est pas manipulable par la technologie. Et ce clivage existe dès sa naissance et le constitue, cet être humain, comme être de parole et de désir ou sujet. C'est ça qui caractérise notre subjectivité. C'est pas d'utiliser le code de la langue, c'est d'avoir cette spécificité, ce clivage entre une réalité consciente et une réalité inconsciente, et qui nous fait être dans cette spécificité de sujet. Et donc on peut dire que cette parole du sujet, que va constituer l'être humain, est irréductible à toute manipulation ou transformation technologique, au moins jusqu'à présent. Et pour terminer, je vous donnerai l'exemple qu'on avait évoqué de Real Humans, où là, justement, dans cette anticipation peut-être d'un futur, d'une réalité future, cette limite anthropologique pourrait voler en éclats. Donc allez essayer de mesurer, de contrôler ou de reproduire ce qu'on appelle le transfert. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que le transfert?
terme psychologique, mais on en fait l'usage au quotidien tous les jours. C'est faire porter sur quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, c'est faire porter, c'est prendre l'autre pour, c'est prendre l'individu que l'on a en face de soi pour quelqu'un d'autre. Vous avez tous entendu, si vous êtes dans une relation de couple, conjugale, avec un compagnon ou avec une compagne, vous avez tous entendu à un moment donné, non mais attends, tu me prends pour qui? Je suis pas ta mère ou je suis pas ton père. C'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, on va projeter, donc on va envoyer sur l'autre des choses dont on n'a pas conscience, qui nous sont inconscientes, et qui vont donner à notre énoncé, qui nous permet de nous adresser à l'autre, une tonalité particulière. C'est-à-dire, on va dire les choses, par exemple, avec une certaine intonation, qui n'a rien à voir avec la situation présente. Ce qu'on appelle une projection. Et on est dans une relation de transfert. Et ça, c'est une spécificité humaine que la technologie ne peut pas reproduire au jour d'aujourd'hui. Prenons l'exemple également des mécanismes de défense, les mécanismes de défense psychologiques. C'est-à-dire quand vous êtes sur le point, quand l'autre est sur le point de vous mettre en face d'une vérité que vous ne voulez pas vous voir révéler à vous-même, vous allez être dans le déni, par exemple, dans la dénégation. Ça, ce sont les mécanismes de défense psychologique. Et ça aussi, c'est une spécificité de l'être humain, une limite anthropologique. Voilà. Donc, on peut dire que tant qu'il continuera à exister de la conscience, de la parole, de l'inconscient, de la sexualité et des désirs issus et pris dans ce qu'on appelle une histoire psychogénétique, c'est-à-dire une transmission de génération en génération, parce que la psychologie nous permet de découvrir au jour d'aujourd'hui que l'individu qui vient au monde, il n'est pas vierge de toute influence, il n'est pas vierge de toute mémoire, c'est-à-dire qu'il va accueillir dans sa subjectivité, de manière inconsciente, des choses qui viennent des générations précédentes. Des choses que ses parents ont véhiculées inconsciemment, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et jusqu'à preuve du contraire, au jour d'aujourd'hui, un individu qui est créé, qui est procréé dans notre humanité, il passe par cette limite anthropologique. Alors le jour où on sera capable justement de créer des individus dans des matrices artificielles, oui, on pourra peut-être se passer de ça. Alors, pourquoi on pourrait s'en passer? Parce que justement, si l'individu ne vient pas au monde vierge de toute influence, alors ça a des effets positifs, parce que c'est ce qu'on appelle tout simplement un héritage psychique. Donc c'est la mémoire des ancêtres, c'est toute cette richesse subjective qui est communiquée, qui est transmise, de génération en génération, mais ça a aussi des effets négatifs et pervers, avec la transmission de certaines pathologies psychiques, de certains déséquilibres au niveau des relations entre les individus dans les générations précédentes, et qui vont passer par l'intermédiaire des parents, et qui vont être communiqués à l'enfant comme ça inconsciemment. Donc, tant que cet individu sera pris dans cette histoire psychogénétique, c'est-à-dire familiale et oedipienne, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette fameuse période de développement structurel de l'enfant, où l'enfant va être en interaction, en relation avec ses parents. Et avec tout ce que ses parents apportent de richesse au niveau de leur subjectivité. Alors, il y aura encore d'humanité. Donc, on sera dans ce cadre-là. Mais, toujours un mais. Imaginons maintenant que la science arrive un jour à créer un humanoïde régi dans son fonctionnement par d'autres lois que celles psychologiques, avec tous les exemples technologiques qu'on a vus précédemment. Donc qu'il soit soumis à d'autres lois de fonctionnement que celles psychologiques qui caractérisent nos relations humaines. Et que cet humanoïde entre en interaction avec nous, humains. C'est ce qui se passerait sur notre représentation de notre condition d'humain. Est-ce qu'on serait toujours dans le transfert? Est-ce que le transfert, ça peut exister entre un humain et entre guillemets un non-humain?
C'est exactement un des enjeux du film Real Humans, où justement les humains sont en interaction avec les non-humains et projettent des choses qui sont proprement humaines sur des robots, qui ont l'apparence physique de l'être humain, mais qui n'en restent pas moins des robots. Donc ça pose toutes ces implications, là. Sachant que nous ne partagerons pas cette même base commune à tout être humain, c'est-à-dire ce socle psychique, il n'en sera plus question, puisqu'on aura une humanité humanoïde qui fonctionnera sur d'autres lois, des lois bioniques, on pourrait imaginer des lois bioniques, informatiques, et puis une autre humanité qui fonctionnerait, qui continuerait à fonctionner sur ces lois psychiques-là. Est-ce qu'on parlera encore d'humanité ou de post-humanité? Sachant pour finir sur cette question que cette base psychique constitue pour l'humain un système régulateur également. C'est ce qui nous permet de fonctionner, c'est justement cette base psychique-là. Freud nous a montré, notamment à partir de la psychanalyse, que ce qui permettait de réguler la violence, l'instinctivité propre à notre condition d'humain, c'est justement cette vie en société, ces interactions psychiques les uns avec les autres, ce sont des lois de fonctionnement psychique, et c'est ce qu'on pourrait qualifier même de loi psychologique de l'amour. Alors, l'amour, c'est quoi? C'est tout simplement la création de liens, l'élan vital que l'on peut avoir envers l'autre, le désir d'entrer en interaction avec l'autre, de développer des relations, etc. Et ben, cette notion d'amour, qui est quand même un concept spécifiquement humain, est sous-tendue par des principes de fonctionnement psychique et des lois de régulation. Donc si un jour on était capable de dépasser tout ça, tout ce système-là de fonctionnement, et qui permet de réguler donc, nos émotions, nos pulsions, puisqu'on ne parle plus véritablement d'instinct chez l'être humain, on parle davantage de pulsions, nos sentiments, nos émotions, tout ça, ça volerait en éclats. Il faudrait inventer de nouvelles règles pour communiquer les uns avec les autres. Est-ce qu'on pourrait vraiment cohabiter? Apparemment, la science nous dit qu'on doit sérieusement y réfléchir parce que c'est vers ça qu'on aspire quand même. Hein. Mais la cohabitation dans le temps, elle ne pourra pas durer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est les humanoïdes qui prendraient le dessus. Forcément. Parce qu'ils seraient plus forts que nous. Vous avez une bonne illustration de cette possibilité qu'on peut imaginer, de ce champ des possibles, dans Battlestar Galactica. Donc, une œuvre cinématographique en plusieurs séries d'épisodes. On en est à la 8e ou à la 9e série d'épisodes, qui décrit justement cette cohabitation, et puis cette guerre à un moment donné, enfin ces péripéties entre une humanité proprement humaine et puis une société d'humanoïdes, de cyborgs, qui en deviennent, à force de manipulation génétique, d'innovation technologique, à ressembler aux humains. Donc ça pose exactement la réflexion que... Mais ils ressembleront, mais s'ils sont de toute façon plus forts, plus opérationnels, plus tout, forcément c'est à un moment donné les plus faibles qui disparaissent. Peut-être ou peut-être pas. Alors, si vous le voulez bien, on va clôturer cette discussion et je terminerai, avant d'entendre si vous avez bien sûr des questions, je terminerai sur cette maxime du philosophe Rabelais, que vous connaissez peut-être, humaniste du XVIe siècle, tirée de la lettre de Gargantua à Pantagruel, qui date de 1532, que j'ai actualisé à notre sujet, à notre modernité. Je vous rappelle la maxime de Rabelais, que vous connaissez peut-être. Science sans conscience. Voilà. Vas-y jusqu'au bout. N'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc la maxime originelle était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et moi je dirais comme mot de la fin que « Science sans conscience de son âme n'est que ruine de l'humanité ». Voilà.
Donc on peut peut-être prendre, je ne sais pas, quelques questions, si vous en avez, ou sinon, bien sûr, si vous avez des questions, on termine. Justement, si on, comment dire, si on doit remplacer, enfin, dire les humanoïdes, ils n'auront pas d'humanité, on va dire. Ils n'auront pas de conscience comme nous, avec les mêmes sentiments. Et, Alors justement, c'était un des exemples qu'on avait traité à partir des ouvrages de la littérature que je vous ai cité tout à l'heure. C'est que si on a une vision mécaniste de l'humain, on peut considérer que à un certain moment de complexité du fonctionnement de la machine, il se crée certaines propriétés. Et c'est une des branches de la science qu'on appelle la science mécaniste. Et j'avais cité comme exemple Jean-Pierre Changeux avec l'homme neuronal, avec son ouvrage L'homme neuronal, où Jean-Pierre Changeux considérait que la conscience, c'était pas quelque chose qui venait en plus du fonctionnement neurobiologique de l'être humain, mais que c'était une propriété issue de la complexité du fonctionnement neurobiologique de l'être humain. Donc on peut imaginer que si un jour on réussit à développer des androïdes, peu importe le terme, des cyborgs, des êtres humanoïdes avec une complexité dans le fonctionnement telle que peut-être ils soient capables à un moment donné de produire certaines propriétés telles que la conscience ou une intelligence artificielle qui donne le change avec les facultés de l'être humain. mais par rapport à l'être humain, quel intérêt de fabriquer ça? À votre avis? À part remplacer, je sais pas, le goût du pouvoir. peut aider pour, je sais pas, par exemple pour les organes ou pour les accidentés de la route, encore à la rigueur qu'on développe. Je pense que vous êtes arrivé dernièrement là, dans la discussion. En fait, c'est tous les exemples qu'on a donnés au fur et à mesure de la discussion, c'est-à-dire que quel intérêt pour les effets, pour les répercussions thérapeutiques, par exemple. Donc, on développe, la technologie nous permet justement de créer des instruments qui permettent de mieux soigner ou de réparer le fonctionnement de l'être humain. Dans le domaine des applications militaires, pour mieux faire la guerre. Voilà, donc il y a plein d'utilisations pour être plus performant au niveau de notre activité sociale. Donc j'avais donné quelques exemples. Donc les exemples sont nombreux. Donc il y a des intérêts derrière, il y a toujours un intérêt. Mais est-ce que c'est toute la question, c'est que est-ce qu'il s'agit de regarder ces intérêts-là en sachant que ces intérêts peuvent amener des conséquences qui peuvent être destructrices ou négatives sur notre représentation de nous-mêmes en tant qu'être humain, sur nos conditions d'existence. Donc, est-ce qu'il s'agit de viser simplement les intérêts, les répercussions à court terme, entre guillemets, économiques, matérialistes, ou est-ce qu'il s'agit de continuer à réfléchir sur ce qui nous fait être humain? Donc voilà, ça c'est un choix. On a déjà des exemples par rapport à certains films. Bon, c'est pas des super films, mais par exemple Aérobot ou Terminator, voilà. Oui, tout à fait. On a déjà les exemples, donc je vois pas l'intérêt de continuer à travailler là-dessus. C'est une question qu'on pourrait poser aux chercheurs qui continuent à développer certaines technologies. D'autres questions? On s'arrête là-dessus. Vous avez une idée de ce qu'il y a dans la deuxième C'est une soirée où justement on pourra poser toutes les questions qu'on veut, où il y aura un tiers grec, mais aussi, comme j'avais dit, un professeur de philosophie, un professeur de robotique aussi, qui parlera sur les applications dont on a parlé. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir leur vision. Donc, vous avez une idée de ce qu'il y a dans la deuxième série de L'Humain?
La deuxième saison. La deuxième saison qui va sortir. Diffusée sur Arte en mai. Bientôt, oui. Voilà, mi-mai. Alors grâce au progrès de la technologie, j'ai une petite idée parce que j'ai pu visionner en streaming de façon totalement illégale. On va peut-être pas dire ça devant la caméra. La deuxième série. C'est bien. Et alors, c'est... Je vous laisse le soin de le découvrir. C'est aussi palpitant que la première série. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis donc, je vous donne rendez-vous au 13 juin pour... Et le 27 mai, prochain café débat avec David Ferrand. Voilà. 27 minutes. Merci à vous. Merci à toi. Merci.